Bienvenue dans ce débat fer croisé qui se propose de s'intéresser bien évidemment à une décision de la présidence de la République, décision décret portant bien évidemment interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux. Eh bien, à bien comprendre cette décision, nous n'aurons plus droit à compter du 28 juin dernier, bien évidemment, aux publicités, émissions, affiches et autres, non seulement sur les médias, mais dans les rues et autres. Ça veut dire qu'il y a une frange de la société qui est inversée d'une manière ou d'une autre, une frange de la société, sinon un secteur principal qui est indexé. Eh bien, pourquoi maintenant pourquoi ce n'est que maintenant que cette décision a été prise par le plus haut sommet, la plus haute instance de la République? On va s'y intéresser, c'est justement avec Peggy Ludovic Dagba. Il est le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Il est utile de vous le présenter. Face à lui, le docteur Raymond Assogba. Il est enseignant au département de socio-anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Peggy, bonjour. Bonjour à vous, Loris Freddy Davos, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Bonjour, docteur Assogba. Bonjour Freddy, je salue les téléspectateurs et téléspectatrices de DEN-TV. Eh oui, la décision, Peggy Ludovic Dagba, vous l'avez décortiquée, vous l'avez accueillie et sûrement décortiquée à votre manière et au sein de la rédaction que vous dirigez depuis plus de 4 ans maintenant. D'abord, pourquoi maintenant cette décision et comment l'avez-vous accueillie? Loris Freddy Davos, j'ai envie de dire pourquoi pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Tout simplement parce que chacun de nous, nous savons très bien quel est le lourd tribut que les Béninois en général payent à l'histoire ou, on va dire, au landerneau médicamenteux. Vous savez très bien que les médicaments chez nous n'ont pas les mêmes destinations que partout ailleurs. Nous en avons qui siègent royalement dans la rue et qui même en arrivent comment dirais-je, en arrivent à disputer la vedette aux médicaments, on va dire, dans le circuit formel, le circuit officiel. Donc, le Bénin n'est pas un pays comme les autres. La situation ici est plus grave parce que les médicaments, c'est écrit souvent sur les boîtes, doivent être manipulés avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de précautions. Déjà, les conditions de conservation qui doivent être strictes. Et vous le savez très bien, quand le médicament sort du circuit officiel, il peut vous créer assez d'ennuis, beaucoup d'ennuis. Déjà que, même dans le circuit officiel, dans les conditions normales de conservation, on n'est pas très sûr, ou eux-mêmes le disent, les fabricants, il y a toujours une marge qui n'est pas maîtrisée et qui peut vous créer d'ennuis, ne serait-ce que sur la notice, l'excès en toute chose nuit, comme on le dit tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, c'est une décision qui est venue bien fort à propos, dans la mesure où ce n'est pas la matière à manipuler par le tout premier venu. Il faut y aller, comme je l'ai dit tantôt, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de précautions. Et à partir de cet instant, tout gouvernement qui, ma foi, est soucieux de la santé de ces populations, est soucieux du bien-être de ces populations, parce qu'il faut que les populations soient quand même en bonne santé pour pouvoir vaquer à leurs occupations, pour accomplir les travaux, les actes qui vont conduire le pays au développement. Et vous le savez très bien, lorsqu'on est malade, on ne peut pas travailler. Lorsqu'on est malade, on ne peut rien faire. On devient une charge pour la société, alors que le gouvernement veut des populations actives, des êtres actifs qui vont vraiment travailler pour le développement de ce pays. À partir de cet instant, il est normal qu'on prenne des dispositions pour préserver leur santé, pour préserver ce qui doit pouvoir leur permettre d'être actifs et donner 100% de leurs efforts à l'État. Dans un premier temps, voilà un peu ce que je peux dire, quitte à y revenir pour voir un peu
les implications, ce qui, ma foi, doit pouvoir être fait pour que cette décision puisse quand même porter ses fruits. Parce que c'est bien connu chez nous, les décisions sont prises, mais il y en a qui vous disent les décisions sont prises pour être contournées. C'est de notoriété publique, les lois sont faites pour être contournées, alors que la fonction première de la loi, c'est d'abord et avant tout de réguler la pratique. Donc ce n'est pas à chercher les failles de la loi, mais plutôt à trouver les moyens pour que la loi puisse s'appliquer et s'appliquer pleinement. Il faudra veiller au suivi et à l'applicabilité de cette décision. C'est cela. Docteur Raymond Assoba. Oui, suivi, merci beaucoup. Le décor planté, le contexte précisé par Peggy. Alors, l'opportunité ne pose plus aucun doute à en croire votre vis-à-vis. C'est qu'il faut noter le cadre social et politique qui encadre la signature de ce décret portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et les autres produits médicinaux. Il faut se souvenir de la chasse aux industries pharmaceutiques. Il faut se souvenir que dans un passé récent, tout récent, il y a eu les mélodrames de Dantokpa montrant la police en train de saisir des lots de médicaments vrais ou faux médicaments. Et il faut aussi tenir compte de la chasse à toutes ces vendeuses qui déambulent dans Cotonou et dans les hameaux pour mettre les médicaments à la disposition des populations. Aussi la chasse dans ce contexte, n'oublions pas l'élément central un peu politique qui est l'arrestation du député Atao, qui est un député, mais qui est au centre justement de ce réseau de vente de faux médicaments. En fait, tout ce décor-là a montré les velléités du gouvernement à protéger la santé de la population. Et nous avons eu l'information sur beaucoup de situations, les prix prohibitifs des médicaments. Et on s'est demandé comment est-ce que les prix se fixaient, etc. Donc voilà tout le décor qui a entouré la chasse aux médicaments dits faux, vrai ou non. Il y a aussi la conjecture sur les velléités politiques à assurer une transition, une substitution des acteurs à ce commerce qui semble très juteux. Et donc, il s'agit de la vie des populations, mais il y a aussi des intentions malveillantes et il faut tenir compte de tout ça. Donc, c'est dans ce contexte que ce décret a été publié, parce que ce que j'ai noté, c'est au Conseil des ministres du 14 mars 2018 que le ministre de la Santé a été entendu et cette proposition a été faite. Mais c'est le 28 juin que le décret a été signé. Oui. Donc, cette marge-là prend évidemment effet nous interpelle quelque peu aussi pour savoir en fait est-ce que c'est présumé ou bien est-ce que c'est à propos. Il faut tenir compte de ça. Mais lorsqu'on interroge le visa de ce décret... Vous revenez ainsi, vous abordez ainsi la forme. Oui, la forme. Du document, la forme de la décision. Oui, oui. Lorsqu'on interroge le visa de ce décret, le politique fait appel, l'exécutif fait appel à la protection du consommateur. Donc on suppose que l'État a comme velléité de protéger le consommateur. C'est ce qu'évoquait tantôt béninois. Ensuite, et le décret fait un rappel à la loi portant code de l'information et de la communication. Donc ça voudrait dire que dans le domaine de la publicité, ou la publicité sur les produits médicinaux ou les médicaments, il y a une prescription, il y a une organisation, ainsi il doit y avoir publicité, il y a une organisation qui est mise en place. Ensuite, il y a la loi portant organisation de la concurrence. Donc, ce qui voudrait dire que l'État a pour centre d'intérêt
de veiller à une seule émulation de la concurrence dans le domaine des professions médicales, des activités médicales, des médicaments et autres produits médicinaux. Donc nous pensons que quelque part, les visas indexent le cadre d'harmonie, de régulation visé en signant ce décret-là. Voilà. Peggy, Ludovic Dagba, maintenant les implications, puisque vous l'avez dit, vous évoquiez tantôt la possibilité de contourner cette décision ou non, mais cette décision, elle est prise et s'impose aux citoyens. Non, il faut déjà et à différentes catégories de citoyens. Il faut déjà comprendre le bien fondé de cette décision. Moi, à mon sens, quand on parle de publicité sur eh bien, la profession médicale, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux, c'est-à-dire que vous assistez aujourd'hui à un fait bizarre, où ceux qui ne devraient pas du tout donner dans la publicité, aujourd'hui s'y adonnent à cœur joie. Alors que, je l'ai dit tantôt, le médicament a un produit qu'on ne peut pas manipuler n'importe comment, comme on veut et pas n'importe qui. Alors lorsque les gens se permettent de venir à la télé, de venir à la radio, pour vanter les mérites d'un produit, c'est comme on a faim, on sait qu'il faut aller, on peut acheter du pain, on peut acheter n'importe quelle nourriture pour manger. Là, il n'y a aucun souci. Mais lorsque vous venez et on vous dit, voilà, pour les maux de tête, on peut prendre tel médicament pour vous soulager de tel mal dans le corps, dans l'organisme, vous pouvez aller choisir tel autre médicament parce que la publicité vous dit la fonction que remplit le médicament dont on fait la publicité. Donc, à partir de cet instant, c'est comme un produit, ça devient comme un produit naturel, je ne vais pas dire naturel, un produit à la portée de tout le monde. Alors qu'il est dit ou il est suggéré pour éduquer les populations qu'en cas de maladie, vous devez vous adresser à votre médecin. Et c'est votre médecin qui vous examine et qui vous dit quel est votre état clinique et quels sont les produits susceptibles de vous guérir. Si on admet la publicité comme, comment dirais-je, une matière universelle sur les médicaments, c'est que vous pouvez, à partir de la maison, à partir de ce que vous sentez, aller acheter le médicament dont vous avez entendu parler et qui, à votre sens, est peut-être efficace pour votre mal. Tel ne doit pas être le cas parce que, à partir de cet instant, le médecin cesse d'exister. Vous n'avez plus besoin de lui. Alors que, lorsque vous prenez ces médicaments, vous pouvez aboutir à des complications. Vous pouvez prendre un médicament pour un mal alors qu'il y a des effets qui peuvent entraîner d'autres maux et qui vont compliquer votre état clinique et mort pourrait s'en suivre. Donc c'est très important de comprendre le bien fondé de cette décision, de savoir ce que c'est que la publicité et savoir réellement prendre le parti qu'il faut de cette décision que le gouvernement vient de prendre qui, à mon sens, va vraiment sauver la santé des populations. Mais tout reste dans l'application de cette loi. Et il faudra comprendre la philosophie réelle de cette loi avant d'accepter vraiment qu'elle puisse régir la matière dans laquelle nous sommes. Oui. À partir de cet instant, je pense que nous devons, déjà les populations doivent comprendre l'intérêt, que c'est d'abord leur intérêt qui est pris en compte par cette décision. Et après, nous allons voir, comment dirais-je, l'impact de cette décision sur, parce qu'aujourd'hui, à quoi on assiste? Il faut le dire, à côté de la médecine moderne, nous avons la médecine traditionnelle qui prend énormément dans notre pays. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Béninois qui ne font plus tellement confiance aux médicaments dans les pharmacies, mais préfèrent s'adonner à notre tradition, à la médecine traditionnelle, parce qu'ils y trouvent certainement leur compte. Donc, il faudra savoir faire le distinguo et aller vraiment dans le sens de ce qui doit préserver réellement la santé des populations. Entre-temps, on avait eu cette décision du ministère de la Santé publique qui interdisait aux pharmacopées, en tout cas aux médecins traditionnels, on va dire, les tradithérapeutes, qui définit un cadre d'aller tout le temps sur les radios et autres pour vanter leurs produits sans autorisation au niveau du ministère de la Santé. Mais ce qui nous est revenu, c'est que cette décision n'est pas toujours de mise. Parce que moi, j'ai cru
que tout tradithérapeute, concepteur d'un produit qu'il estime assez efficace pour lutter contre tel ou tel mal, doit aller là-bas et eux doivent pratiquer tout ce qu'il y a comme analyse pour se convaincre de vraiment l'intérêt ou de l'utilité de ce produit, de son efficacité à combattre effectivement le mal avant de donner le blanc-seing à ce produit pour être vanté sur les médias ou ailleurs. Mais on constate que vraiment ce n'est pas clair. Ce n'est pas très clair. Oui. Les gens vont déposer leur dossier, mais pendant longtemps, des mois, des années même passent sans que on ne puisse faire ces genres de tests afin de comprendre vraiment le bien fondé de la chose. Donc, c'est des éléments qu'il faut verser au dossier. Et c'est le moment maintenant vraiment de mettre la lumière sur ce côté-là pour qu'on comprenne réellement ce qu'il faut faire. Et quand vous évoquiez tantôt le volet publicité et Peggy Ludovic Dagba, on comprend que cela, on s'intéresse précisément à la médecine traditionnelle, parce que c'est rare de voir des firmes telles les pharmacies et autres passer faire de publicité à la télévision comme quoi notre pharmacie se situe ici et dispose de tel ou tel produit. C'est rare. C'est très rare. Donc on s'intéresse davantage ici à nos promoteurs, aux phytothérapeutes et autres promoteurs de la pharmacopée qui, vous le savez, ne disposent pas des centres visibles et autres bien indiqués comme les pharmacies, mais qui sont obligés de passer par les canaux officiels tels les médias et autres pour rendre visibles leurs différents produits. Avant de nous appesantir sur ce point de la question, sur cette grande catégorie d'acteurs visés, je pense qu'il y a certains quand même dans le monde moderne de la pharmacie qui également donnent dans la publicité. En France, par exemple, il est admis que lorsque vous sortez un produit, vous puissiez faire de la publicité autour pour vanter les qualités de ce produit-là. Mais ici au Bénin, notre législation n'accepte pas la chose. Mais il y a quand même certains qui, sous le couvert de leur représentation, ou de la représentation qu'ils ont de cette firme, de la firme fabricante de ce produit, eh bien, ça donne aussi à la publicité. Et c'est ça peut-être qui fait que la décision a visé pratiquement tout le secteur pharmaceutique, tout le secteur médicinal au Bénin. Il y en a, vous avez des produits modernes qui sont dans les affiches, sont là, dans les rues et autres pour dire, pour tel mal, en 5 secondes, en 5 minutes, vous avez déjà la satisfaction en prenant tel ou tel comprimé. Donc, je crois que la décision vise également cette frange de la médecine moderne. Docteur Assogba, nous en venons maintenant aux implications, à la portée sociale même de cette décision. Oui, mais déjà, il faut, quand nous interrogeons le décret, il fait la différence entre la publicité et les messages à caractère informatif et non commercial, au niveau du deuxième article. Donc ça voudrait dire que l'exécutif, en prenant cette décision, vise à corriger effectivement une situation. Et il faut remarquer aussi que l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens sont informés justement de cette interdiction, parce que les professions médicales sont caractérisées par 2 attributs, c'est-à-dire que c'est un métier noble et ensuite il y a une éthique. Et l'éthique qui vise justement à protéger la santé des clients, parce que ici la publicité est considérée comme toute communication ayant comme but direct ou indirect de faire la promotion de produits en vue d'une certaine performance. Et donc à partir de ce niveau, tel que l'a dit le collègue, il faut dire que on vise en fait 2 situations. Surtout on interpelle les organes des médias. Les organes des médias. Ensuite, on vise aussi, peut-être, et c'est là aussi le débat, lorsqu'on parle des autres produits médicinaux, sont interpellés les phytothérapeutes, les hounons qui ont des médicaments, des solutions à mettre à la disposition de la population. Et dans ce cadre, il faut relever tout de suite que, il faut relever aussi que le décret abroge
un arrêté pris en 2004 par le ministre de la Santé. Donc il faudrait se référer à cet arrêté pour voir un peu les avancées de ces décrets ou les reculs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction qui s'est occupée de la promotion de la médecine traditionnelle. C'est un collègue qui dirige ce département. Et il faut donc considérer qu'au niveau de l'État, des dispositions ont été prises, un peu comme pour asseoir, disons, une bourse, c'est-à-dire un espace d'avalisation des produits médicinaux. C'est-à-dire que les produits inventés sont testés et sur un temps donné, et un quitus est donné et accordé aux fabricants avant que le produit ne soit mis sur le chantier, sur le marché. Et c'est un phénomène régional, un sous-régional en Afrique de l'Ouest, parce que mon collègue a beaucoup voyagé, il est un spécialiste dans ce domaine. Mais ce qu'il faut relever, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre sur pied ou de mettre en place un ordre justement au niveau des tradithérapeutes, comme on les appelle? Il y a ce défi-là. Il faudrait d'abord les reconnaître avant de penser à un ordre. Oui, il faut les recenser, il faut les reconnaître et maintenant définir avec eux le cadre justement d'exercice de leur métier, de la mise à disposition du public de leurs produits. Ce travail n'est pas fait. Je pense que si le ministère de la Santé doit être au service de la population, ça ce n'est pas vérifié. Au-delà de la promotion de la médecine traditionnelle, il faut aller maintenant effectivement mettre en place un ordre de tout cela et qui couvre tous les départements du pays, dans la mesure où il faut considérer que, vous voyez aujourd'hui, dans le contexte de la répression qui s'est abattue sur ce marché des produits pharmaceutiques, aujourd'hui vous voyez qu'il y a une flambée des prix au niveau des pharmacies. Et avec la baisse du pouvoir d'achat de la population, il faut considérer que dans notre culture, et comme je le dis souvent, de la pensée vaudou, les populations recherchent le moindre coût. Ça, c'est un comportement économique. Le consommateur il va là où ça coûte moins cher. Et de l'autre côté, vous voyez un peu, lorsque la population s'adresse aux phytothérapeutes, cela répond à des habitus culturels. De par la philosophie de la santé et au niveau de la pensée vaudou, vous savez que nous sommes plus appelés à aller vers les phytothérapeutes, ceux qui ont des médicaments et qui les mettent à la disposition du public, qu'à aller dans les centres médicaux, les cliniques, les hôpitaux, parce que déjà, lorsque vous arrivez, il faut déjà... Ce qui est prohibitif déjà, ce sont ces 5 000 francs-là de... comment ils appellent ça? Les frais de consultation. Frais de consultation. Déjà, c'est prohibitif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi, ce qu'on n'appelle pas, c'est un modus operandi. Il y a les analyses à faire d'abord avant d'établir le diagnostic. C'est normal, mais... C'est une démarche scientifique. Oui, mais c'est scientifique, mais la population voit d'abord le coût. Parce que déjà, par rapport au prix à débourser pour acheter les médicaments, vous voyez tout ce qui entoure là est prohibitif. Et donc, la question se pose. Mais vous savez que depuis le 10 janvier... Encore que le montant prohibitif évoqué n'est pas standard. Non, ce n'est pas standard. Et ça dépend aussi... Il y a les cliniques de la périphérie, il y a les cliniques des centres urbains, et vous voyez un peu. Et donc, il y a toutes ces situations qui se posent. Mais il faut dire aussi que depuis le 10 janvier, il faut considérer que pour la première fois, dans ça de 90 ou de 92 à 1900, en 2018, aujourd'hui, vous voyez, c'est cette liberté de créativité, vous voyez, qui souffle sur le pays et qui libère le citoyen. Parce qu'il n'était pas donné aux phytothérapeutes de venir à la télé et de parler justement des trouvailles au niveau de la médecine
de la médecine locale. Et donc cela, cette forme de liberté, bien sûr, doit être encadrée, mais ne doit pas être pourchassée. Il faut sauvegarder cet acquis-là. Et il faut dire aussi que la population ne peut se soigner qu'à partir des valeurs qu'elle a reçues, comme identifiées pour répondre à certaines maladies dont elle souffre. Donc je pense qu'il y a surtout un travail de rationalisation de l'effectif des phytothérapeutes ou comme on le dit, des médecins traditionnels. On n'a pas encore trouvé un nom, on n'a pas retenu encore un nom pour eux, mais il faut véritablement aller à leur rencontre. Il faut se soucier du fait que lorsqu'on parle de la publicité, nous sommes dans un univers béninois, hein, et dans l'univers béninois, c'est taux de sio, je dis ça dans ma langue, taux de sio ni dans nous taux de veau. C'est le bouche à oreille. Et lorsque on voit la télé, le phytothérapeute vanter son produit à partir de certains critères et percutants que le français ne peut pas exprimer. Donc vous voyez que ceux-là, la plupart du temps, ils restent le seul à maîtriser. Ils viennent parler la langue des populations concernées par leur santé. Et ils manipulent des codes ontologiques, hein, qui s'adressent à l'ADN de ces populations, qui se reconnaissent d'abord dans leurs paroles. Vous voyez déjà, ça veut dire que même avant d'aller voir le phytothérapeute, psychologiquement, celui qui est malade est déjà guéri à 25%. Ce que la médecine officielle ne peut pas faire. Vous voyez, mais si elle le fait aussi. Oh, oui, mais il y a les psychosomaticiens qui guérissent. On vous dira que lorsque vous arrivez dans une clinique ou dans un centre hospitalier où tout est propre, où le médecin qui vous reçoit met tout ce qu'il faut comme précaution. L'accueil qu'il faut. Comment dire, est très courtois, ouvert, très aimant vis-à-vis de vous. Vous êtes guéri déjà à moitié. Justement, cette déontologie est contraire à la déontologie africaine, par rapport à laquelle le patient fait moins de temps chez le thérapeute. Alors que aujourd'hui, avec les cliniques et autres qui sont grevées de charges, hein, et qu'elles doivent payer à l'État, hein, toutes ces conditions qui perturbent leur activité, chez le phytothérapeute, le malade fait moins de temps. Et les soins qu'il reçoit, justement, le responsabilisent par rapport à un certain nombre de prérequis culturels. Vous voyez un peu. Donc, il faut tenir compte de ces cas. Je ne fais pas de comparaison, mais quand même, il faut nous dire qu'il ne faut pas restreindre tout au champ de la prise en charge médicamentalisée et empruntée à l'espace européen, mais il faut aller aussi, et c'est là aussi, il y a des cliniques qui associent les deux. Il y a des cliniques qui associent les deux et qui permettent aux populations, effectivement, de venir aux soins avec ce que demandent aux clients ou acceptent des clients qui viennent avec ce qu'ils ont reçu des phytothérapeutes. Il y a d'autres cliniques aujourd'hui qui associent les phytothérapeutes et je pense que ce sont des voies qu'il faut prospecter. De l'autre côté aussi, il y a un travail, il y a certaines associations aujourd'hui, il faut accepter, reconnaître que eux-mêmes interpellés sont en train de s'organiser. Ils parlent aujourd'hui de, je pense à mon collègue Gazozo, il pense aujourd'hui faire le recensement de tous ceux qui interviennent dans ce milieu. Et donc c'est un vaste mouvement, mais qui n'est pas souvent financé par l'État. Et donc ça prend du temps. D'accord, docteur Assogba. Peggy Ludovic Dagba, il est un autre angle qui semble nous échapper. La décision interdit la publicité, mais n'interdit pas la pratique. Alors, l'interdiction de la publicité, peut-elle corriger cette interdiction? Non, le risque, d'abord, parce que la pratique... J'ai parlé tantôt du bien fondé de la décision. Oui, mais elle n'interdit que la vulgarisation. Oui, en allant même sur le terrain de la publicité, et je crois que j'ai pas été démenti par le professeur, le docteur Assogba. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Lorsque vous faites vos manipulations dans votre
comment dirais-je, univers... Dialecte. Non, je veux dire, dans votre intimité, chez vous, dans votre laboratoire, personne ne sait. Tout le monde va normalement à ses occupations, vous ne perturbez rien, vous ne portez pas l'information au public. La publicité, en réalité, vient révéler ce que les fruits de vos travaux, les fruits de votre invention, pour que la population sache que telle personne a fait tel travail et ça règle tel problème. Alors la publicité vient arrêter la révélation, dans la mesure où on n'est pas très sûr de vraiment la qualité du produit que vous avez fait, vous avez inventé. À partir de cet instant, je crois qu'il y a une bonne marge de la population, de la société qui est préservée des nuisances. Si ce produit-là n'était pas vraiment efficace. C'est là l'intérêt de la publicité. C'est en cela que l'interdiction de la publicité sauvegarde le peuple. Maintenant, on ne peut pas interdire au tradithérapeute de faire la publicité, de parler de son produit. On va dire à ses amis, ceux qui le pratiquent, les gens qui sont dans son entourage immédiat, ceux qui sont dans son quartier, ainsi de suite, ceux qu'il rencontre dans la pratique de son métier. On ne peut pas le lui interdire, on ne peut pas l'en empêcher. Mais déjà à venir à la radio, déjà à venir à la télé, faire des affiches, annoncer au grand public que bien tel produit existe. Déjà, cette frange de population est donc épargnée. Mais l'autre chose qu'il faudra mettre en lumière, comme j'aime à le dire, c'est qu'il faut vraiment amener ces tradithérapeutes à comprendre leur rôle important sur la société. Le professeur l'a dit tantôt, c'est culturel chez nous. Quand, comment dire, au village, quelqu'un commence à mal se sentir, la première des démarches, c'est d'aller vers le tradithérapeute ailleurs. On va vous parler de, comment je dirais, le thème m'échappe. Dans le milieu... Tu fais d'une région Oui, tout à fait. Il y a ceux qu'on appelle les alphas, voilà. Il y a les marabouts, ainsi de suite. Donc, les Bokonons. Il faut d'abord aller interroger les ancêtres, interroger le fa pour savoir d'où ça vient et quelles pourront être, comment dire, les dispositions à prendre. Avant ça, les complications qui risquent d'arriver et qu'est-ce qu'il faut faire pour conjurer le mauvais sort, parce que c'est de cette façon-là qu'on réfléchit. Et c'est la science, c'est le monde moderne qui est venu révéler les médicaments. Donc, ils doivent comprendre leur, comment dirais-je, leur impact sur la société. Et avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils ont perçu très vite l'intérêt qu'ils ont à impacter plus de monde en venant sur les médias. Vous voyez un peu? Et c'est ça qui a expliqué la flambée de ces émissions-là sur la plupart des radios. Heureusement que les télés en ont été un peu épargnées. C'est vrai qu'il y a quelques télés qui s'y mettent, mais c'est à faible proportion. C'est beaucoup plus sur les radios parce que la radio a la capacité de pénétrer la société, d'atteindre le cœur même de la société, parce que c'est le seul média qui ne vous exige pas d'avoir un niveau avant de le suivre, avant d'écouter les émissions. Il suffit que vous compreniez la langue dans laquelle l'émission est faite et tranquillement, dans n'importe quelle position, vous pouvez suivre les informations, vous pouvez suivre ces émissions-là. C'est pour cela que le rôle des médias apparaît comme un rôle très très important dans le respect de cette interdiction. Mais l'autre chose qu'il faut dire, qui me plaît de dire quand même par rapport aux médias, c'est que vous savez très bien que nous sommes des chaînes commerciales. Diaspora FM, par exemple, est une chaîne commerciale qui a besoin de vivre à partir des sous et des recettes qu'elle engrange. Alors, à partir de cet instant, si on prive les médias de cette grosse partie, parce qu'il y a certains médias, il y a certaines radios aujourd'hui qui pratiquement à 80% vivent sur la base de ces émissions-là, les émissions avec les tradithérapeutes, comment dirais-je, qui ont consenti de différents contrats avec les pratiquants. Et je peux vous assurer que, franchement, c'est une ligne importante qui contribue au financement des radios aujourd'hui. Alors, ceux qui ont pris cette décision... Ces différentes chaînes vont-elles maintenant dédommager ces partenaires? Comment vont-elles se comporter? C'est de cela que j'allais parler, pour demander aux dirigeants vraiment de se pencher de ce côté-là aussi, pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Il y avait la décision
qui demandait que les tradithérapeutes aillent chercher l'autorisation auprès du ministère de la Santé. Aujourd'hui, cette décision tombe parce que toute publicité est interdite. Mais on garde le caractère informatif de la chose. Mais lorsque on vient simplement informer, on ne peut plus dire vous pouvez avoir telle chose chez telle personne à tel coût. Alors que c'est ça qui rendait vraiment service. Alors comment ils doivent quand même pouvoir travailler à trouver le moyen de permettre vraiment à ces radios, à ces télévisions et également aux tradithérapeutes qui, il faut le dire, ont des produits quand même assez efficaces, qui ont fait leur preuve, qui ont donné vraiment l'impact sur des maladies. Qui parfois fournissent des témoignages. Je vous assure. Et il y a eu même des points sur lesquels la médecine moderne a échoué et c'est la médecine traditionnelle qui, ma foi, vraiment a pu réussir. Donc, ce que moi je vais demander, c'est le ministère de la Santé qui doit maintenant tenir une réunion et je crois le docteur Assogbala dit tantôt, il faudrait que eux aussi, les praticiens, se prennent au sérieux et s'organisent. Il faut qu'on ait vraiment, un peu comme il l'a dit, un ordre. Un cadre réglementaire. Des tradithérapeutes qui sont régis par un règlement intérieur, par des tests fondamentaux, que vraiment on va les aider à élaborer pour régir vraiment la médecine traditionnelle. Parce que l'autre chose qu'on ne dit pas souvent, c'est le taux de déperdition, le taux de complication qu'on a également de ce côté-là. Parce que vous prenez des médicaments, il ne faut pas oublier qu'il y a les reins, il y a les organes vitaux qui subissent à dose non définie. Voilà, qui subissent vraiment beaucoup de dégâts à ce niveau et on n'en parle pas. Donc c'est l'occasion de régler tous ces problèmes et de pouvoir vraiment organiser la médecine traditionnelle chez nous. Parce que moi, je me dis souvent, nous sommes béninois, nous sommes africains, nous avons des valeurs qui ont été transmises de génération en génération. Mais aujourd'hui, je vous assure que si, il y a 50 ans, on avait 100%, je ne sais pas s'il reste aujourd'hui 80% de cette connaissance de chez nous. Ce qui devrait pouvoir être une réalité parce que c'est ce que nous avons de plus que les autres. Et on devait pouvoir les surplomber. Parce que eux, ils ont la médecine moderne que nous avons chez nous aussi. Mais ils n'ont pas la médecine traditionnelle. Donc quand on va cumuler les deux, forcément on va arriver à bout des maladies qu'on traite aujourd'hui de chroniques et qui tuent à grande échelle. Regardez les hépatites, par exemple. Regardez le diabète. Regardez l'hypertension. Et d'autres maladies qui n'existaient pas en Afrique, mais qui sont en train de venir. La leucémie, les maladies de sang, ce n'est pas des choses qui existaient chez nous. Mais aujourd'hui, ça court les rues chez nous. Donc, on devait pouvoir être suffisamment stratège, pour pouvoir combiner les deux médecines afin d'en sortir de très bons produits, de très bonnes choses pour la santé des populations. Et puis Guy, vous faites bien de le dire, il va falloir aussi, comme vous l'évoquiez tantôt, enclencher le débat, poursuivre la discussion, le dialogue avec ces partenaires sociaux que constituent les phytothérapeutes, parce que vous savez, la plupart du temps, ils n'ont pas les mêmes niveaux de compréhension que les cadres intellectuels et autres. Donc c'est aussi l'opportunité de cette tribune que nous organisons ce matin. Il va falloir que les instances centrales vulgarisent et expliquent davantage que cette décision n'est pas prise pour peut-être lutter contre, pour les ostraciser cette frange, cette catégorie, pour les combattre. Non, c'est pas ça. Vous voyez, il faut le leur expliquer. Il faut le leur expliquer et les associer, comme vous venez de le dire, docteur Raymond Assogbala. Oui, je vais vous dire que hier, quand j'ai reçu l'invitation, à propos, j'ai discuté avec une personne en ressources, Choubi Vincent, qui m'informait d'une réalité qui est là et dont il faut tenir compte. Parce qu'aujourd'hui, avec la scolarité, avec la scolarisation à outrance, vous savez, il y a une frange de la population des scolarisés, très futée, qui saisissent des opportunités justement pour, en fait, escroquer les populations. Actuellement, il y a une affaire qui est pendante devant les tribunaux, une affaire dans laquelle il y a une église de la place qui veut fêter le 9e anniversaire de son implantation. Et
il y a une personne qui a une ONG et qui a imaginé faire payer aux femmes stériles, par exemple, le bénéfice des bénédictions de cette église, si tant est-il que les premiers à s'inscrire, en payant une somme déjà, pouvaient être considérés comme les élus qui vont bénéficier des bénéfices, qui vont bénéficier de la bénédiction de l'église. Et justement, une radio de la place a servi de tremplin à la publicité. Vous voyez un peu, et il semble que cette personne qui est à l'ONG a rassemblé ces clientes-là qui ont payé, vous voyez, les femmes stériles qui ne désirent pas un enfant. Donc, elles se sont inscrites sans tenir compte du prix, et le prêtre a été, ou le pasteur a été, à défaut que je brouille un peu les identités, donc le prêtre ou le pasteur a été approché, et on lui a demandé, mais comment tu te livres à une telle escroquerie? Il dit non, qui n'est pas au courant. Donc ils ont pu prendre la publicité, ils ont pu l'enregistrer et se plaindre aux autorités. Et donc il semble que le journaliste et la personne ont été arrêtés et ils ont été déférés. Et donc actuellement l'affaire est pendant devant les tribunaux. Donc vous voyez un peu que avec pas la pauvreté, mais la situation de chômage qui existe, vous voyez, il y a des scolarisés qui, sous couvert de des activités d'altruisme, vous voyez, tentent de gruger les populations au nom des phytothérapeutes. Et c'est ça aussi qui est le danger. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas fait la formation qu'il faut, qui vient se positionner devant les caméras pour dire qu'il a tel produit, et il est prêt à justement enlever le bénéfice de la croyance des populations. Donc il faut dire que la publicité en fait ouvre le corps émotionnel des populations. Et à force de certains artifices, certains arrivent justement à se transformer en loups et puis effectivement à vendre des produits qui créent des dégâts. Donc à ce niveau, il y a une double situation. La première situation, c'est que il faut s'interroger sur la connaissance par les autorités ministérielles de la culture sanitaire des populations, la culture en santé des populations béninoises. Il y a un gros problème à ce niveau, parce que parfois même, certaines autorités qui connaissent, vous savez qu'en 90, il a fallu la pensée vaudou pour permettre au président de ce temps qui était candidat et qui allait enlever la palme, de guérir et de vivre jusqu'aujourd'hui. Donc ça veut dire, c'est vrai que nous avons des valeurs ajoutées en matière de santé. On le dit, on en a et on les a, on a même plus de 100%. Et ce qui est fantastique, vous voyez, pour ne prendre que ce domaine, lorsque vous allez vous adresser à un Bokono ou à un Vaudounon, c'est pas lui qui prescrit, c'est pas lui qui prescrit la médication. Vous voyez, c'est l'instrument de OFA qui a été utilisé, vous voyez un peu, qui définit justement et qui définit le mode de traitement, d'accord? Et donc, cela est ignoré. Il faut dire que dans ce domaine, il n'y a aucun inventaire. Aucun inventaire, aucun dispositif de prendre en charge justement ce génie de nos cultures. C'est là où nous sommes statiques. Nous sommes statiques dans ce domaine. C'est-à-dire il y a deux espaces. Il y a l'espace de l'État avec le ministère de la Santé et qui ne gère que l'aspect de la médecine officielle. Et puis maintenant, il y a la population qui gère sa propre santé en fonction de la culture en santé que nous avons et surtout, justement, vous savez que l'élément végétal, le règne végétal est très important dans ce domaine. Et ce n'est pas par hasard que les populations plantent des arbres. Lorsque quelqu'un construit sa maison ou achète un lot, la première des choses qu'il fait, il plante des arbres. Et ce n'est pas n'importe quelle espèce d'arbre. Il y a les arbres de glos, c'est-à-dire de protection. Il y a les arbres de l'or, comme par exemple Vivima,
hein, qui sont en même temps des médicaments, qui sont des médicaments. Donc aujourd'hui, il faut aussi normaliser et légaliser l'automédication dans ce domaine à partir de la culture que les populations ont. Merci, docteur Raymond Assogba. Peggy Ludovic Dagba, c'est tout. Donc c'est terminé, mais nous allons quand même vraiment insister sur cette nécessité-là pour les pouvoirs publics aujourd'hui d'aller vers les tradithérapeutes, hein, de les organiser, parce que c'est eux, ce sont ces autorités qui doivent prendre quand même le devant, hein, des choses pour vraiment amener le peuple à bénéficier des fruits, hein, de cette science-là, parce que c'est une science aussi, une science qui n'est peut-être pas maîtrisée par le monde moderne, mais c'est leur science, c'est eux qui maîtrisent un peu les éléments à ce niveau, qui comprennent le langage des feuilles, le langage des plantes. Il y a beaucoup de bonnes choses qui proviennent de là. Donc c'est très important que dans le respect, dans l'application de cette décision, on puisse voir comment vraiment valoriser la médecine traditionnelle qui aujourd'hui fait des merveilles, il faut le dire, mais pour cela, il faudrait quand même pouvoir la contrôler et pourquoi pas mettre les recherches à ce niveau-là aussi. Le CBRST est là, et je sais qu'il y en a qui ont recours à cet organisme-là. On pourrait développer beaucoup plus le champ des recherches vers ce secteur qui, ma foi, regorge de beaucoup de valeurs et qui pourront vraiment aider les populations, surtout à combattre les maux, les maladies dites de civilisation, les maladies chroniques aujourd'hui qui déciment la population. Vous avez par exemple les attaques, les morts subites par crise cardiaque et autres qu'on n'arrive pas à expliquer jusque-là. Je pense que en les associant, on peut avoir des solutions à ce niveau. Merci Peggy Ludovic Dagba. Nous avons aussi, vous savez, toute la superstition, tout le lot de superstitions qui entoure le mois d'août que nous allons enclencher bientôt. On pourra bien sûr en parler. Non, c'est pas deux choses, c'est le froid. Et quand on est dans la période du froid, beaucoup Docteur Raymond Assogba, merci pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes enseignante socio-anthropologie au département, bien évidemment, qui porte le nom de cette science que vous pratiquez, maîtrisez si bien. Vous êtes auteur d'un ouvrage formidable sur l'épistémologie de la boologie, dont on pourra parler, pourquoi pas, un de ces quatre. C'était le débat à faire croiser.